Bonsoir à tous et à toutes. Alors, merci à vous tous d'être présents ce soir pour cette table ronde autour, donc qui est dans le cadre du théma. Voilà, peut-on rire de tout ? Et voilà, ça va vraiment être notre question de ce soir. Nous avons 4 invités que je remercie, enfin 4 invités, 3 et un invité à la maison, j'ai envie de dire. Donc d'abord, merci à vous 4 d'être présents ce soir. Je précise que cette table ronde va être filmée. Vous avez Aurélien derrière avec ses caméras. Merci d'utiliser les micros. De même pour vous, public, pour que tout puisse être enregistré. Puis vous pourrez retrouver ça après sur les médias de Château Vallon Liberté. Alors, donc ce soir, on va s'interroger, vous êtes là tous les 4, parce que par votre art, par vos recherches professionnelles, vous vous êtes intéressés à cette question. Peut-on rire de tout ? Et alors, entre les fervents défenseurs de la liberté d'expression, ceux qui prônent la provocation, les bien-pensants et la loi, il y a de quoi s'y perdre. Donc si on reprend la célèbre phrase de Pierre Desproges, ça semble simple. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Nous serons sans doute d'accord pour dire que le rire libère l'esprit, bouscule les interdits. On le verra avec les œuvres sur lesquelles vous avez travaillé, amène à réfléchir sur des sujets sérieux aussi, et crée du lien par la contagion qu'il entraîne. Certains souhaiteraient le contraindre au nom du respect de la liberté de penser, d'autres, justement, le revendiquent pour les mêmes raisons. Ce droit à l'insolence est aussi un atout, comme une réponse légitime à un pouvoir trop fort, comme un espace de liberté pour éviter la rupture, distance et réflexion pour s'interroger et interroger. Le rire, c'est aussi un miroir qui unit une société autour de valeurs communes tout autant qu'elle en révèle les travers. On le verra sans doute aussi avec Bruno Hembeck. Mais si le rire réunit, il peut aussi séparer. Et ce même humour peut-il alors devenir danger ? Y a-t-il des frontières à ne pas franchir ? Quelles sont les limites à la liberté d'expression ? Alors avant d'avancer sur toutes ces questions, laissez-moi vous présenter chacun de nos invités. Masha Makayev, vous êtes metteur en scène et plasticienne, vous créez des opéras, des pièces de théâtre, des expositions, des décors, des costumes, tout un univers où sensibilité, fantaisie et impertinence se rencontrent. Vous êtes également auteur de poésie, vous y parlez du théâtre aussi. Vous dirigez depuis plus de 10 ans La Criée, Théâtre National de Marseille, et auparavant, avec Jérôme Deschamps, vous avez imaginé les personnages décalés et absurdes des Deschiens. Vous avez également fondé les Films de mon oncle pour assurer le rayonnement de l'œuvre de Jacques Tati. Vous étiez il y a quelques jours ici présente pour justement présenter 2 films de Tati. Peut-être certains d'entre vous étaient présents également. Vous êtes cette semaine aux Libertés, donc dans le cadre d'un échange entre La Criée et Château Vallon Liberté, qui a été imaginé avec Charles pour justement avoir cet échange de regards artistiques. Vous présentez dans le hall, vous l'avez vu en arrivant, une exposition très belle dont on va avoir du mal à se détacher quand il faudra la démonter. Vous étiez aussi donc cette semaine pour présenter Les âmes offensées à Château Vallon. Donc on est plus sur l'ethnographie que le rire sur ce coup-là. Mais par contre, depuis déjà une soirée et puis encore 2 soirées, vous présentez Tartuffe Théorème aux Libertés. Donc voilà, avec tout l'univers de Molière, mais aussi et surtout votre univers. Hervé Lassins, vous êtes photographe, mais aussi comédien et scénariste. En tant qu'artiste, vous vous êtes beaucoup intéressé à l'humour. D'abord en tant que comédien, où votre veine comique a pu s'épanouir, notamment chez Les Deschiens avec Masha Makayev et Jérôme Deschamps. Et là, c'est le début d'une longue collaboration qui a continué au théâtre, à l'opéra. Vous êtes également acteur de cinéma. Et puis le rire et ses représentants, ils vous ont aussi passionné en tant que scénariste, notamment récemment, puisque la série Drôle, que vous avez coécrite avec Fanny Herrero, la créatrice aussi de la série 10%, que beaucoup d'entre vous ont sans doute déjà vue, est en ce moment donc sur Netflix. Ça a commencé il y a quelques jours, la semaine dernière, et parle donc justement de 4 stand-uppers. Le stand-up, donc une forme artistique dans laquelle on va régulièrement se poser la question de la légitimité du rire et frôler avec le politiquement incorrect. Voilà, vous nous en parlerez. Et Bruno Hembeck. Alors, vous êtes
Vous, le psychologue de l'étape, psychopédagogue et auteur, vous êtes actif à la fois sur le terrain en tant que psychopédagogue et en tant que directeur de recherche au sein du service des sciences de la famille de l'Université de Mons en Belgique. Donc, ce qui vous rajoute quand même, vous êtes belge, donc forcément drôle. Vous êtes aussi spécialiste de la résilience. Vous avez beaucoup travaillé avec Boris Cyrulnik notamment. Vous êtes aussi formateur et auteur. Et les travaux que vous menez depuis 2012 dans le domaine de la prévention des violences visibles et invisibles vous ont amené à vous interroger sur la question de l'humour et de la psychologie, puisque c'est quand même votre terrain de prédilection. Et Charles Berling, notre local de l'étape. Elle va pas le faire comme pour les autres. Alors, on imagine que quelques-uns d'entre vous parmi le public te connaissent, mais on va imaginer aussi que certains dans le public ne te connaissent pas. Donc, je vais me permettre de te présenter, au moins partiellement. Mais avec plaisir, j'attends ce moment avec grande impatience. Tu es notre comique de l'étape. Tu es acteur, comédien, metteur en scène. Je vais dire tu, pardon, mais je sais que si je commence à vous, je ne vais pas durer longtemps. Tu as commencé le théâtre ici même à Toulon, dans les cours de théâtre du lycée du Mont-d'Urville, où tu as commencé d'ailleurs le théâtre en te rendant compte que tu pouvais faire rire le public. Tu as depuis multiplié les projets au cinéma et au théâtre pour se concentrer sur l'angle du rire. Je citerai, parce que notamment au théâtre, la mise en scène de Fin de partie de Beckett, où l'absurde et le comique œuvrent contre le tragique, ou dans Art de Yasmina Reza, ou Les parents terribles de Cocteau, qui était présenté récemment encore aux Libertés. Et au cinéma, on peut citer Le Prénom, qui est un film devenu culte maintenant dans les films comiques français. Donc où là, on est dans la mécanique du rire et la satire sociale, mais aussi 15 août, Un beau voyou, ou encore Un fil à la patte et d'autres. Et puis, j'ai aussi envie d'ajouter que dans nos bureaux à Château-Vallon Liberté, quand on entend peut-on rire de tout, on entend souvent ton rire qui est assez tonitruant. Voilà, dans chaque coin des bureaux. Alors, à cette question, peut-on rire de tout ? Donc, Pierre Desproges, ça lui semblait simple, donc je le disais tout à l'heure, peut-on rire de tout, mais pas avec n'importe qui ? Macha, Charles, Hervé, est-ce que c'est une question que vous vous posez quand vous créez ou quand vous montez sur scène la question de mais pas avec n'importe qui ? Ou est-ce qu'au contraire, vous refusez ces limites ? Alors, comment vous dire ? Je ne prendrai pas, pour beaucoup apprécier des proches que j'ai eu la chance de connaître, je ne prendrai pas le sujet de ce côté-là. C'est-à-dire que moi, ce qui m'importe, c'est pas de rire avec quelqu'un, c'est de m'interroger pourquoi le rire va arriver et comment il va arriver. Parce que c'est quand même c'est quand même l'exercice d'un art, c'est le fruit de l'exercice d'un art, celui des acteurs et celui de la préméditation dans laquelle on met les acteurs. Et c'est ça après tout, qui m'intéresse. C'est pas tant le résultat. Il se trouve que ce que l'on a à dire va provoquer de l'émotion. L'expressivité que l'on propose va provoquer toute forme d'émotion. Et le rire en est une, et je pense pas qu'il faille absolument l'isoler dans le travail artistique. S'il surgit, il surgit. En plus, il est très physiologique, il nous dépasse, il nous met dans une situation de presque transe. Il y a quelque chose qui nous domine, il est organique, mais il nous dépasse. Si bien que à certaines époques, on disait qu'il avait un côté diabolique. C'est parce que tout d'un coup, on sort de soi-même. Et qu'il est très dans le corps aussi. Bon. Cette traduction corporelle fait qu'on l'a beaucoup rejeté, qu'on le rejette encore. Il ne faut pas s'asseoir à la table de ceux qui rient. C'est dans la Bible. Donc il faut, voilà. Moi, j'avais un grand-père qui il n'était pas question de rire. Jamais. Et donc moi, ce qui m'importe, c'est ce que va provoquer le récit, la chose que l'on va inventer pour le public. Et le rire est parmi toutes les manifestations de l'expressivité. Et c'est un rire qui va solliciter l'imaginaire aussi. Si c'est quelque chose que l'on donne a priori, qui est là comme une consommation, en disant voilà, attention, là maintenant on rit, je pense que
je serais en échec, personnellement. Je me dirais, mais c'est quoi? C'est pas ça du tout. En revanche, si ça sollicite l'imaginaire, et dans cet imaginaire, du rire ou des larmes, du rire ou de l'émotion qui nous submerge, ça, voilà. Ça, je pense que nous serions, la troupe et moi-même, au bon endroit. Mais on n'est pas au résultat du rire. C'est pas quelque chose que l'on va chercher, qu'on va solliciter. C'est quelque chose qui nous dépasse aussi, qui surgit dans un moment de répétition, et tout d'un coup, le rire surgit. Cette chose, elle est absolument précieuse. Alors après, bien sûr, il y a un travail de préméditation. Un texte comme celui de Tartuffe, c'est tellement génial que sans arrêt, on est sur le chemin de crête et qu'on fait entendre le rire. Mais ça sera peut-être l'occasion d'y revenir. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je ne pense pas qu'il y ait de rire qui ne frôle pas le tragique. Et, comment dirais-je, moi, je rajouterais, pour continuer ce que dit Macha, c'est que ce qui est étonnant, c'est que quand on travaille même encore plus une pièce qui a priori est comique, par exemple, quand on a repris Art, on savait que 25 ans avant, c'était un triomphe comique, n'est-ce pas? Eh bien, quand on l'a répété, mais vraiment 2 jours avant la première, on se disait, mais personne va rire, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas drôle du tout. Je pense que c'est pour ça que je dis, ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire, on est pris au dépourvu, on ne sait jamais, quand on répète une pièce, que à ce moment-là, ils vont... Et souvent, on est étonné par les endroits où ça rit. Pourquoi ça rit? C'est-à-dire au fond, c'est bizarre parce que c'est assez difficilement prévisible. Après, une fois que la pièce est lancée, alors là, oui, on sait. On sait à quel moment exactement ça va rire. Mais avant, on ne peut pas le calculer aussi bien, en fait. C'est ça qui est assez curieux. Alors, quand on dit, en tout cas, même quand on rentre dans une comédie, ou comme 15 août, ou quoi, mais il y a par exemple, Le Ridicule est un film vraiment là-dessus, et sur le pouvoir du rire, sur la nécessité même du rire en société, et sur le rire comme une arme, n'est-ce pas? Mais je dirais qu'en général, dans n'importe quelle œuvre, même quand on jouait L'Église de Céline, ben, on lit, c'est pas une pièce drôle, mais les gens riaient beaucoup à certains moments, et on l'a découvert au moment j'allais dire l'affrontement avec le public, en tout cas au moment où il se passe quelque chose comme un choc avec le public, mais qu'on ne domine pas. Parce que, donc après, peut-on rire de tout? En fait, les œuvres, elles sont ce qu'elles sont, et puis elles racontent ce qu'elles ont à raconter. On n'est pas, nous, en tout cas, nous, on n'est pas comme dans, peut-être... la catégorie du stand-upper qui aujourd'hui qui va arriver, il y a des lois avec une phrase, un rire, mais je dirais que moi j'ai toujours été surpris par pourquoi est-ce qu'il rit. Et j'ai commencé, comme tu l'as dit tout à l'heure, vraiment j'ai commencé au lycée du Mont d'Urville parce que tout d'un coup on pouvait exister par le rire. Et c'est comme ça que j'ai commencé en faisant des stand-up, quoi, mais improvisés. Mais je ne savais pas que... Mais ça dépasse, en fait, beaucoup. Et je crois qu'on oublie cette dimension que parfois, il y a même les gens qui font des vannes, quelqu'un qui va dire un truc qui va faire rire beaucoup, qui va donc faire parler de cette phrase, et puis cette phrase va devenir un événement, et cet événement va devenir, ou pas, à contrôler, ou en tout cas, voilà. Mais donc, quand on parle parce que dans la construction, il y a quand même une mécanique qui est par les dialogues, par la gestuelle du corps, qui peut être très forte et qui est codifiée aussi, que l'on peut retrouver dans le théâtre. Une chute, ça fait rire. Quelqu'un qui se casse la gueule, ça fait rire. Souvent, quand on le voit, ou la maladresse, on en parlait dans Tati, bon, qui est bien sûr une maladresse très à droite, mais dans les films de Tati, mais il y a cette mécanique où l'absurde, on en parlait tout à l'heure avec Fin de partie, où il y a un absurde du texte qui va nous amener à rire. Mais ce que vous voulez dire, c'est qu'entre la mécanique qui est mise en place et le résultat... Et même, cette mécanique peut être grippée. Je me souviens, on jouait à Cravate Club avec Édouard Baird, on jouait cette pièce dans les années 2000. On l'a jouée partout. Un jour, on arrive à Marseille, au gymnase, et on la joue, personne ne rit. Mais personne.
De sorte qu'on se regardait, on se torturait. On était à la limite de sortir de scène en disant mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? On avait l'impression de jouer comme d'habitude. Et en fait, c'est juste, et ça c'est par rapport à, et avec n'importe qui ou pas, c'est-à-dire qu'il y avait dans la salle un groupe. Et ce groupe, il attendait de voir si le patron riait ou pas. Parce qu'il était dépendant. C'est-à-dire, c'est très, ça dépend c'est-à-dire, c'est vrai que la même chose peut faire rire quelqu'un aux éclats, puis l'autre à côté, ça ne le fait pas rire du tout. Ben là, tout d'un coup, la composition du public faisait que, mais pas un rire, rien. On était là, on a très mal vécu, c'était très compliqué parce qu'on ne comprenait pas, on se disait on est décalé. Alors, qu'est-ce qui crée, Bruno Hembeck, ce décalage? Je pense que le rire, et on l'entend bien dans ce qui vient d'être dit, c'est un accident recherché. Mais c'est un accident. Hein. Si on cherche trop le rire, effectivement, on risque de se vautrer. Les personnes comme moi je suis pas ici pour être drôle, hein, c'est très clair que disséquer l'humour, c'est comme disséquer une grenouille. Hein. La seule certitude que vous avez, c'est qu'il sera mort à la fin. Et donc, lorsqu'on connaît la mécanique, on est lamentable. Hein, et heureusement, je les entends à juste titre un peu patauger. Et c'est très bien comme ça. Et surtout, le jour où on leur dit, mais il y a des cours, vous savez, pour faire rire les gens, je vais vous expliquer la mécanique. Comment elle va fonctionner, ça va être lamentable. C'est un accident recherché. Et donc, il faut à un moment donné comprendre que c'est un processus naturel. Hein, ce que Macha a dit tout à l'heure, c'est tout à fait vrai. C'est quelque chose qui nous prend au dépourvu. Quand vous dites, une chute fait rire, pas la chute d'une dame âgée qui se casse le fémur. Hein. Et donc, ce qui va faire rire, c'est un accident, effectivement, qui fait que là, on va se retrouver dans l'idée. Et il faut bien comprendre cette mécanique du rire. Il faut comprendre aussi ce que signifie le mot rire. Parce que le gros problème, c'est qu'on mélange absolument tout autour d'un terme. Alors je le dis souvent, mais les Grecs étaient tellement plus subtils que les Romains. Il n'y a pas de comparaison. Au niveau de leur vocabulaire, en tout cas, ils avaient deux mots. Ils avaient le guélan et le katagélan. Le guélan, c'est les rires positifs. Le rire que, je pense, vous cherchez tous ici à provoquer un rire qui se produit dans des contextes ludiques, sécurisants, et créateur de liens bienveillants. C'est le rire qu'on obtient tous si on chatouille quelqu'un, ça c'est un rire très naturel, ou si on est chatouillé. Sauf que si vous sortez d'ici et que vous êtes chatouillé par quelqu'un que vous n'avez jamais vu, je vous promets que vous n'allez pas rire. Si en plein dans une scène de ménage, parce que le contexte n'est pas sécurisant, hein, simplement, si en pleine scène de ménage, vous vous retrouvez avec votre conjoint et vient l'idée saugrenue de vous chatouiller, vous n'allez pas rire non plus. Parce que le contexte n'est pas ludique. Vous allez le renvoyer à ses chaires d'études en disant c'est pas le moment d'essayer de me chatouiller. Et si vous voulez voir à quel point c'est relationnel bienveillant, ne le faites pas maintenant parce que ça va vous rendre un peu pathétique. Mais attendez de rentrer chez vous et pratiquez ce qu'on appelle l'auto-chatouillement. Donc vous vous chatouillez vous-même. Je ne dis pas maintenant, hein, parce que ça risque de vous rendre un peu ridicule, mais quand vous rentrez chez vous, vous vous auto-chatouillez. Si vous riez, allez consulter. C'est que vous n'êtes pas bien, parce que l'auto-chatouillement ne produit pas de rire. On ne rit que quand on est en relation avec quelqu'un d'autre. Ce rire-là, on le retrouve chez les petits singes juvéniles, pas les singes adultes, les petits singes juvéniles, les petits rats. Il y a plein d'animaux qui rient, mais uniquement dans ces contextes-là. Par contre, le katagélan. Le katagélan, c'est le rire que vous allez retrouver qui vient pas du tout du gazouillis des petits singes, mais il vient du rictus menaçant des singes adultes. Si vous allez dans un zoo, vous envoyez votre poing en direction des chimpanzés, vous allez voir, ils vont retrousser leurs lèvres et ils vont montrer leurs dents. Les gens qui connaissent... Je ne conseille pas non plus. Hein. Alors, mais ils sont dans une cage, donc il n'y a pas trop de soucis. Et les gens qui connaissent pas les chimpanzés disent, regarde, ils rigolent. En fait, ils rigolent pas, ils défendent son territoire. Si d'ailleurs vous n'avez pas le temps d'aller dans un zoo, vous ouvrez votre écran d'ordinateur et vous tapez Donald Trump. Vous allez voir quelque chose de tout à fait particulier. Donald Trump a clairement le rictus menaçant des singes adultes. Hein. Il a la mâchoire acérée, il a le regard ciblé, et vous allez assister à un phénomène tout à fait particulier, c'est que si vous partagez ces cibles, si comme lui vous détestez les Mexicains, mais vous allez le trouver irrésistible, les partisans de Trump le trouvent très drôle, si vous ne partagez pas ces cibles, vous n'aurez aucun mal à le trouver tout à fait horripilant et vous n'aurez pas de mal à ne pas rire. Le principe même de la moquerie, donc de ce rire, qui d'ailleurs se décline sous forme de sarcasme, hein, brisé, l'ironie qui met à distance ou la dérision qui vous rend tout petit. C'est ce qu'on fait de vous avant de vous évacuer. Et c'est cette charge agressive du rire qui, quand elle est partagée par un grand nombre, et on le voit dans le harcèlement scolaire par exemple, ce qui fait souffrir, c'est pas la moquerie, c'est le rassemblement de personnes, c'est pour ça que le cyberharcèlement produit autant de dégâts, le rassemblement de personnes qui partagent la même charge agressive par rapport à vous. C'est pour ça que là, je ne dirais absolument pas que la phrase de Desproges s'applique à tous. Simplement, je peux rire de tout,
mais en veillant toujours à ne pas blesser quelqu'un qui est déjà affaibli. Parce que là, on est dans un rire qui n'a absolument rien de convivial, de rassurant. Et je sais que le théâtre, par exemple, permet ça. C'est pour ça qu'on a affaire, évidemment, à une forme de rire nécessairement bienveillant, parce que d'abord, le théâtre, on rentre dans un espace qu'on sait ludique, qu'on sait qu'on va rentrer dans un espace qui est sécurisant, parce que les acteurs, en même temps, c'est le paradoxe de Diderot, on sait que ce sont des acteurs, mais on va partager leurs émotions, et on est dans un contexte sécurisant et créateur de liens bienveillants. Et donc, je leur souhaite de continuer à patauger dans le rire et pas trop savoir comment on doit faire, parce que l'exemple qui a été donné sur une mécanique qui ne prend pas, parce que le public n'est pas dans ce contexte sécurisant, parce que le contexte ludique, il y a quelqu'un qui le bloque à l'intérieur de la salle, et c'est d'une cruauté absolue. On sait que c'est le seul domaine dans lequel on ne peut pas faire mettre quelqu'un, un petit jeune en péril devant une salle en lui disant « fais rire tout le monde » et tu vas être évalué. C'est d'une cruauté pas possible. Un public qui ne rit pas, c'est épouvantable. Et c'est très facile à mettre en scène. Il suffit de mettre un contexte qui n'est pas sécurisant, qui n'est pas créateur de liens bienveillants et qui n'est pas ludique. Et là, vous avez effectivement une tension et on se demande « tiens, mais dans quelle pièce est-ce qu'on est en train de jouer ?» Et là, c'est effectivement quelque chose qui donne envie juste de quitter la scène, parce que c'est très douloureux. Et donc, je crois qu'il faut comprendre ces mécaniques-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas agresser, qu'on agresse effectivement les structures sociales, qu'on agresse effectivement les institutions. Molière l'a fait pendant un temps fou, et c'était tout à fait, mais pas des agressions ad hominem, systématiques, qui sous le couvert de c'est pour rire, c'est une vanne où j'envoie des messages au vitriol et puis je mets quelques petits smileys derrière et je me dédouane en disant c'est pour rire. Ça, c'est utiliser le mélange qu'ont fait les latins en mettant un seul mot, risus, qui mélange tout. Mais alors, que penser, par rapport à ce que tu dis, que penser des couvertures de Charlie sur des blasphèmes? Alors aucun problème. La défense, enfin, ceux qui disent qu'ils sont agressés, ils disent on agresse ma croyance, donc c'est une moquerie. Alors, donc, aucun problème. Par rapport à ce que tu dis. Ils sont terriblement utiles et ils sont même indispensables pour, à un moment donné, opposer la voix des personnes aux institutions qui écrasent. Je suis beaucoup plus réservé quand je vois une couverture avec Stromae, Papatheou, et le père de Stromae coupé en morceaux. Ça, je le sais pour avoir entendu Stromae en parler. Lui-même trouvait ça absolument invivable. Et là, il y a une blessure très claire. C'était évidemment dans la suite du traumatisme qu'il venait de vivre. Et il y avait une espèce d'affirmation, peut-être arrogante et maladroite. On a le droit de rire de tout. Mais là, je pense qu'une barrière était franchie. Parce que, il faut savoir que le papa de Stromae est décédé suite à un génocide. Et donc, c'est de la maladresse, je veux dire, au mieux. Au pire, on est dans une forme d'agressivité gratuite qui n'a pas lieu d'être. Par contre, qu'il continue à agresser des institutions, y compris la religion, qui sont là effectivement pour être remises en question par les individus, parce qu'on sait qu'une religion trop puissante, qui a trop de pouvoir, qui a de l'autorité, c'est le début des dictatures. Et donc, ce sont évidemment des journaux indispensables pour s'opposer. C'est toujours un problème dans l'agressivité hiérarchique, c'est toujours un problème de moduler le pouvoir, la puissance et l'autorité. Quand on a trop de pouvoir, trop de puissance, y compris dans le harcèlement scolaire, les gars qui vannent les autres, le Dr House qui est le roi finalement du harcèlement, l'empereur. Il y a sûrement des gens ici qui trouvent le Dr House très séduisant, parce que c'est un mâle dominant. Il casse tout le monde et il s'autorise à le faire. Il peut le faire parce qu'il est divin, parce qu'il est plus fort que la mort. Prenez 3 feuilletons de suite, vous imaginez tous ces patients meurent, on va le trouver odieux. C'est ça le problème. Si vous vous donnez une puissance démesurée, une autorité absolue et un pouvoir de tout faire, à ce moment-là, l'humour peut devenir une forme de moquerie qui permet à ce moment-là tout, et vous n'avez plus aucun frein. Sur le plan de Charlie Hebdo, par exemple, je pense que le frein, il est là. L'attaque ad hominem, honnêtement, j'ai du mal avec ce qui se produit. Et en France, vous êtes assez spécialisé là-dedans, parce que vous êtes en mesure, sous prétexte d'impertinence, il ne faut pas grand-chose. Dans la mise en scène, par exemple, d'une émission, vous prenez un animateur, on va tout de suite le reconnaître, et vous faites en sorte, non pas qu'il rit, mais qu'il glousse. C'est-à-dire le rire à la Bouvard, au Ruquier, etc. Ce faisant, il va permettre simplement à ces chroniqueurs, qui eux ne sont pas nécessairement très drôles, d'agresser, mais sans limite, des personnes, au point que parfois on assiste effectivement à des lynchages complets,
Et puis, lui, il va glousser de temps en temps pour dire « mais c'est de l'impertinence, tout est permis, il n'y a pas de limite ». Et je me souviens avoir vu une émission où Dupond-Moretti a dû quasiment défendre une personne qui venait juste montrer ce qu'elle faisait, le combat dans lequel elle s'engageait, et qui se faisait laminer comme si elle était ce qu'elle faisait. Et elle n'avait pas le droit d'être autre chose, laminée par des personnes que je ne vais même pas citer ici. En Belgique, on trouve ça inaudible, honnêtement. Quand on voit ce type d'émission, pour nous, il y a une barrière qui a été franchie parce qu'on est dans l'autorisation de l'agressivité ad hominem, sous prétexte d'une impertinence qui finalement révèle une mise en spectacle qui autorise tout, qui permet tout. Et la plupart des personnes ne regardaient même plus l'émission, ils allaient juste regarder les petits moments de lynchage, avec cette jubilation que permet la télé, que ne permet pas le théâtre, parce que ce serait absolument impossible à regarder au théâtre, pour la bonne raison que le théâtre est un spectacle impliquant. Ici, on est physiquement face à vous. La télé est un spectacle expliquant. Si vous assistez à une émission comme celle de Ruquier, c'est comme si vous étiez dans un repas de famille. Tout le monde s'agresse, mais vous ne risquez absolument rien. C'est super confortable, une famille où tout le monde se bouffe le nez, et vous prenez aucun risque. Et donc, on est dans cette posture-là, dans ce qu'on appelle les talk shows à la française. En Belgique, on parle de talk show à la française, quand l'agressivité, et je sais que les humoristes belges, et vous les consommez beaucoup en France, ont parfois beaucoup de mal avec ça, parce que ce soit des personnes comme Ilzorek ou Gueluc, disent, mais nous, l'humour méchant, on a beaucoup de mal avec ça. On n'y arrive pas parce qu'on est dans quelque chose qui est une forme de bienveillance partagée. Alors, si je puis me permettre, je voudrais juste dire quelque chose. Vous aviez eu une émission en Belgique dont tout le monde se rappelle, qui s'appelait Striptease. Vous vous rappelez cette émission ? Tout à fait. Et elle était perçue par certains Français, pas la majorité, mais comme extrêmement impertinente, grinçante, ridiculisant les personnages qui, de mon point de vue, ne l'était pas. Moi, j'adorais cette émission. Oui. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est tout à fait. Une affaire aussi de. C'est pour ça qu'il faut de... toujours se mettre en situation de débriefer ce qu'on est en train de voir. L'émission Striptease, par exemple, est une émission culte en Belgique, réellement. Et en France aussi, elle l'est devenue. Mais il y a une forme de subtilité qui suppose à un moment donné qu'effectivement, ces personnes dont on riait, mais qui ne riaient pas avec nous, parce que quand on met quelqu'un en scène et qu'on exacerbe finalement son côté ridicule, le dîner de cons, en fait, c'était le dîner de cons permanent. C'est-à-dire qu'on allait chercher quelqu'un qui était évidemment pittoresque. Alors, Manu Bon Mariage dira, mais il y avait de la tendresse derrière. Et il a raison. C'était du documentaire, c'était oui, pas... Et je pense que c'est la tendresse qui sauvait tout. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la tendresse, qu'on retrouve par exemple, c'est quelqu'un comme Poulvord, qui est quelqu'un qui est un vrai tendre, en fait, à la base. Et cette tendresse permet parfois, le sarcasme, tout ça, à donner des films cultes dans lesquels on s'est autorisé à être très loin. C'est arrivé près de chez vous, par exemple. Je pense l'humour qui va le plus loin en termes d'agression et d'agressivité. Il a été réalisé dans la foulée. Je crois que c'était l'aboutissement, d'ailleurs. Suite à ça, on n'a plus vu Striptease en Belgique, très clairement. On ne pouvait pas aller plus loin, donc autant s'arrêter. Et puis, c'est venu en France. Mais c'est quelque chose qui suppose de la subtilité. C'est pour ça que les débats sur l'humour, c'est ça, les débats démocratiques. Parce que l'humour, l'agressivité, la moquerie, le mélange de tout ça, c'est la forme qui montre qu'on est dans la démocratie. Il n'y a qu'un endroit où vous n'allez pas trouver de moquerie systématique comme on le voit dans nos pays, ce sont les dictatures. Mais dans les démocraties, elles sont inévitables. Mais elles supposent un débriefing parce qu'on ne peut pas tout autoriser, tout laisser passer ou tout laisser penser. C'est-à-dire que le gros problème, c'est que si je laisse aller Striptease, par exemple, chez Monsieur et Madame Tout-le-Monde, ça a créé, et en Belgique notamment, un racisme de classe, disons-le clairement. On a commencé à parler de cassos. Les gens de Charleroi étaient considérés comme des personnes dont on pouvait se moquer parce qu'ils étaient tournés en dérision. Et donc, ça a supposé derrière une analyse. Si on laisse faire simplement Striptease et on se dit, mais on crie au génie en disant c'est génial d'arriver à nous faire rire comme ça, de personnes qui sont juste à côté de leur pompe. En réalité, on risque effectivement de créer du mépris de classe. Et alors, si on parle justement des délaissés ou je pense notamment les Deschiens, il y avait cette idée aussi, avec Fin de partie, mais de parler des délaissés ou des gens qui ne brillent pas dans la société a priori et de leur donner justement une brillance autre. Comment se fait cette sensibilité, qu'est-ce qui fait que là, ça ne heurte pas et qu'il y a cette émotion qui arrive? Comment ça se construit? Macha, je te laisse tout de suite la parole parce qu'à l'époque, quand les Deschiens sont sortis, je m'en souviens très bien, il y avait des débats très houleux sur
pourquoi cet humour enfin, je me souviens très bien que vous étiez à un endroit extrêmement critiqué. Oui, et extrêmement aimé aussi. Donc, c'est le propre du geste artistique qui est de déranger. Je veux dire, si on est là pour être tous ensemble et applaudir au même moment parce qu'il y a écrit applaudissez, je veux dire, je vois pas l'intérêt de prendre la parole. Mais non, pour revenir, que ce soit aux Deschiens, et les Deschiens, pas seulement ceux de la télévision, mais ceux qu'incarnait aussi Hervé, et tu en parleras certainement différemment de moi de ton point de vue. Ça va bien au-delà que de faire rire et que de pointer du doigt qui que ce soit. C'est-à-dire que ce comique-là, qui est quand même à l'intérieur d'une grande tradition, hein, parce qu'on n'a pas inventé quelque chose, Antoine Vitesse nous le disait, vous vous inscrivez malgré vous dans une grande tradition, c'est ceux qui n'ont pas le discours, c'est ceux qui peuvent être nous-mêmes à certains moments, quand on est décalé, quand on est acculé à quelque chose quand on ne comprend plus la marche du monde. Ça nous arrive à tous. Et puis, il y a aussi, bien sûr, socialement, des déclassés. Moi, je suis née dans une famille qui avait été déclassée. C'était des Russes blancs. Ils sont arrivés en France et ils avaient quelque chose de définitivement déclassé, ne serait-ce que dans leur façon d'être, de bouger, de parler. Ils venaient d'un monde qui n'existait plus. Ce déclassement, on le voyait, on le percevait tout le temps. Et on est à la frange de quelque chose de quasi tragique, ou au moins du drame, et puis d'une humanité incroyable. Et moi, ce qui m'intéressait dans tous les personnages qu'on a mis sur scène avec Jérôme Deschamps, et puis même que j'ai mis sur scène après, quels que soient les personnages, même que ce soit ceux de Molière et d'autres, c'est la part d'humanité. Et l'humanité en passe par cette fragilité. Je pense qu'il n'y a pas de vrai grand comique si on ne se confronte pas à la finitude de notre existence. C'est-à-dire que tout de suite, si on rit de quelque chose, c'est parce qu'on sait que tout va finir. Et c'est pour ça que très souvent, les gens qui vont vers le comique, les artistes qui vont vers le comique sont de grands mélancoliques. Parce que précisément, il faut rendre le monde vivable en donnant, alors là, une forme très très précise, et ça, là-dessus, on pourra y venir si vous le souhaitez, sur la musicalité du rire, il n'est tolérable que si la mécanique est totalement maîtrisée, s'il y a vraiment un art de cette chose-là. Et on peut l'avoir aussi étudié chez les grands comiques anglo-saxons, on peut l'avoir étudié. Moi, évidemment, Jacques Tati a été un maître. Pourquoi il faut arrêter le dit gag à tel moment pour ne pas tout dire, pour ne pas être redondant. Enfin, il y a aussi toute forme de travail d'écriture, hein, qui est extrêmement subtil, comme vous disiez. Mais au fond de tout ça, si vous lisez le scénario de The Kid, de Charlie Chaplin, vous voyez tout de suite, mais c'est à pleurer, vous pleurez du début à la fin. Et vous regardez le film, parce qu'il est incarné par des acteurs qui ont ce génie, vous riez. Mais au départ, c'est le récit d'un absolu drame qui frôle la tragédie. Tout est raté, tout est violent, tout est rejet. Et il y a la sublimation. Et le rire, s'il ne sublime pas quelque chose, s'il sublime pas notre humanité, s'il nous dit pas toujours « mais tu sais, tu vas mourir, tu es fragile, et donc tu as de la valeur. Parce que pendant que tu es là et que tu vis face à nous, tu es absolument unique. » Et nous avons travaillé, nous, avec les personnages dits des Deschiens, sur le caractère unique de chaque destin. Hervé. Oui, quoi. Alors, par exemple, les comédies qui se présentent comme telles, les comédies françaises où on doit rire à chaque scène, souvent, moi, me laissent un peu froid. C'est pas un genre que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le théâtre de Jérôme Deschamps et Macha Makayev, ou les films qui sont ce qu'on appelle de la dramédie. Et c'est ce que nous avons essayé de faire dans la série avec Fanny Herrero. C'est-à-dire que le rire est toujours contrebalancé par du tragique. Et chez Jérôme et Macha, il y avait vraiment ça. Et c'était tellement beau de se retrouver sur scène et de faire des choses
extrêmement comique, voire trivial, qui avait presque à voir avec le clown, mais toujours serti dans des espaces énormes, métaphysiques, où les personnages communiquaient avec quelque chose qui les dépassait et qui les écrasait. Et le rire les sauvait avec des choses vraiment triviales du quotidien. J'aime ça, j'aime ce mélange-là. Pedro Almodovar ou Woody Allen manipulent souvent très bien ça dans certains de leurs films. Vous riez et une émotion vient vous poindre à un moment où vous ne vous y attendez pas. Parce que le rire a très à voir, à mon avis, avec la temporalité, en fin de compte. C'est-à-dire, par exemple, j'ai eu la chance de travailler un peu chez Les Deschiens avec Yolande Moreau. Vous vous rappelez de Yolande Moreau, bien sûr, actrice géniale. Elle a un sens du timing qui est une leçon pour tous les comédiens. Elle savait exactement comment faire durer le geste pour que le rire finisse par advenir au bord du malaise, au bord toujours du précipice. Le timing, c'est vraiment important. Et je le retrouve aussi chez les stand-uppers qu'on a beaucoup étudié avec Fanny Herrero, la créatrice donc, de la série de Netflix Drôle sur le stand-up. On ne peut pas disséquer le rire, vous avez raison, mais alors qu'est-ce qu'on peut le travailler à la seconde près? Les stand-uppers passent des nuits dans des caves à montrer aux gens leur vie, pathétique aussi, et des vies auxquelles on peut se relier justement par le rire, en réfléchissant, mais pendant des heures, à quels mots ils vont utiliser. Ils changent les phrases tous les jours. Ils sont très attentifs au rire des spectateurs. Ils savent exactement sur quelle vanne les gens vont rire, à quel moment, en réorganisant une phrase, même dans sa syntaxe, vous allez faire rire très différemment. C'est passionnant à observer. C'est quelque chose de très très fort. Et ces stand-uppers, justement, est-ce que, parce que cette question, là, ils sont au cœur aussi de cette question, oui. Peut-on rire de tout? Oui. Et la question de la limite est omniprésente et ils jouent sans doute aussi avec. Bien sûr. Leur licence vient du fait qu'ils ont tendance à parler d'eux. Donc ils peuvent se moquer de groupes socioculturels constitués, mais ils ne font jamais autant rire et émouvoir aussi bizarrement que lorsqu'ils parlent d'eux. Le stand-up, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Je pose la question parce que les gens ne connaissent pas toujours bien. On a une tradition en France qui est vraiment liée à ce qu'on a appelé le one-man show. Vous voyez, des gens comme Muriel Robin ou Coluche faisaient ça quand ils faisaient des personnages. Donc ils n'étaient pas eux, et ils montraient beaucoup d'eux, mais c'était des personnages qu'ils inventaient, toute une galerie de personnages. Le stand-up, ce sont ces gens qui prennent le micro, c'est un art très simple, et qui vont vous parler d'eux-mêmes. Et dans le meilleur des cas, vous faire rire et communiquer avec vous par cette émotion-là. Donc, c'est vrai, on pourrait leur reprocher que c'est un rire programmatique, puisque une vanne, un rire. Et il y a une mécanique où le public vient pour rire. Enfin, c'est vraiment... S'il ne rit pas, c'est ce qu'on appelle un bide. Et c'est terrible. Il n'y a rien de plus terrible pour un stand-upper. C'est des vertiges effroyables quand le public ne rit pas à vos vannes. C'est terrible. C'est un gouffre. Il faut beaucoup de courage pour faire ça. C'est pas la même chose que les acteurs. C'est une autre discipline artistique. Des études ont montré que vous pouvez faire passer des choses assez complexes et difficiles et borderline. Vous pouvez les faire accepter en passant par le rire. Les stand-uppers ont tendance à parler d'eux-mêmes, mais ils peuvent aborder des sujets très lourds. Ils peuvent parler de pédophilie, de pratiques sexuelles, de terrorisme, des violences policières, du racisme, des choses, a priori, vous voyez, rien qu'à l'énoncer, extrêmement complexes et difficiles. Mais ils vont réussir à tordre ça pour vous faire vous interroger sur ces choses, en provoquant chez vous le rire. Et dans un second temps, peut-être la réflexion. Et c'est pour ça qu'une de nos plus grandes stand-upeuses en France, vous la connaissez peut-être, elle s'appelle Blanche Gardin. C'est un rire, vous avez peut-être vu ses spectacles. Elle est venue ici d'ailleurs. Elle est venue ici, d'accord, très bien. Très dérangeant, mais hilarant, enfin très très fort. Et beaucoup de grands stand-uppers anglo-saxons jouent aussi
sur le rire qui précède les larmes. On se dépêche d'en rire, de peur d'en pleurer. Vous connaissez la phrase. Peut-être, parce que on connaît, il y a un cadre de loi qui permet de régir ce qui est autorisé, pas autorisé, donc les atteintes à la vie privée, la diffamation, l'incitation à la haine, l'apologie de la violence. Mais est-ce qu'il y a que ce cadre légal, ou est-ce qu'il y a aussi une morale du rire, mais qui serait fluctuante suivant les pays ou peut-être suivant les appréciations de chacun? Bruno, est-ce que... Alors, je pense qu'il faut surtout éviter qu'il y ait une loi, parce que là, ce serait vraiment catastrophique, parce que ce qui va poser problème, c'est de toute façon les zones grises. C'est-à-dire les zones où je vais m'autoriser, moi, avec mon pouvoir, mon autorité, ma puissance, à vous dire c'est pour rire. Moi, ce que je viens d'entendre, par exemple, qui est vraiment fondamental, c'est-à-dire on a tendance, on doit tout mélanger, hein, un stand-upper ou quelqu'un qui fait un one-man show, on se dit c'est la même chose. Mais non, quelqu'un qui se met en scène lui-même dans le rire qu'il provoque, et qui met en scène une partie de lui-même, doit avoir une estime de lui-même suffisante. Et il doit l'avoir travaillé, parce que je pense effectivement qu'il faut beaucoup travailler pour oser parler de soi et rencontrer les autres à partir de ce que l'on met en scène de soi. Évidemment qu'on ne peut pas légiférer là-dedans. C'est quelque chose qui va supposer une sensibilité à ce que chacun vit, ce qui est important. Moi, je parle pour le domaine scolaire, par exemple, parce que c'est là qu'on va apprendre effectivement le mieux à manier de l'humour quand on fait en sorte qu'on soit toujours... Moi, quand j'entends parler, l'immense respect qu'il y a à la base. Moi, j'ai aucun souci. Je pense qu'elle peut y aller franco. Là, oui, on peut rire de tout. Quand on a un respect de l'humain fondamental, il n'y a pas de risque de glissade. Si on commence à légiférer, alors là, on devient des dictateurs. Donc, surtout éviter, mais être attentif à un petit mécanisme quand même tout simple. C'est-à-dire que lorsque on veut faire rire et que on dit c'est une blague, c'est moi qui décide que c'était une vanne. J'envoie des messages au vitriol sur les réseaux sociaux, puis je mets quelques smileys, le plus possible. C'est pas à l'émetteur à décider si c'est l'humour ou la moquerie, c'est au récepteur à pouvoir définir la blessure qu'il a éventuellement ressentie. Et pour ça, il faut protéger les émotions des personnes. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit « je suis en colère », il a le droit d'être en colère, et on n'a pas à lui dire « non, c'est de l'humour ». Parce que dans les écoles, je vous assure que ça fait un dégât considérable, hein, des personnes... Je prends un exemple de harcèlement qui a fait beaucoup de dégâts. Le site des gros nez. Prenez la photo de votre classe, vous l'envoyez sur le site des gros nez et vous avez un logiciel qui va aller chercher la personne dans la classe qui a le plus gros nez, qui va isoler sa tête et qui va l'envoyer sur le site des gros nez. Et là, vous allez être massacré. Alors, c'est perçu dans un premier temps par ceux qui l'utilisent comme quelque chose qui pourrait être de l'ordre de l'humour. Évidemment qu'on est très clairement dans la moquerie, c'est un site haineux qui s'est développé suite à ça. Et ceux qui ont des passages à tabac numériques, ceux-là, ils s'en relèvent pas. On a effectivement quelque chose qui doit protéger. Alors, c'est pas la loi, effectivement, qui le fera, c'est des mécanismes qui, par exemple, dans les écoles, vont faire circuler l'empathie. Des mécanismes qui sont toujours liés au pouvoir, à la puissance et à l'autorité qu'on se donne. Et quand l'humour ose tout, ou permet tout, là, effectivement, il faut que le garde-fou, et c'est pas un garde-fou légal, c'est un garde-fou qui est essentiellement une question d'éducation, hein, dans une famille. Je vais prendre l'exemple, papa n'arrête pas de lancer des vannes contre maman. Et toute la famille rigole. Et maman reçoit ces vannes et elle n'ose jamais dire j'en peux plus de ces vannes, parce que papa, il a pris le pouvoir dans la famille. Il a pris le pouvoir, il a pris toute la famille avec. Si vous ne protégez pas l'émotion, c'est-à-dire la prise de parole de la maman, si chaque fois qu'elle ne rit pas, ou si elle se retrouve dans une situation dans laquelle, dès qu'elle dit « je trouve pas ça drôle », on lui dit « mais t'as un balai dans le cul, mais tu pisses du vinaigre, c'est pas possible, non seulement t'es comme ça, mais en plus t'as pas d'humour ». Et là, vous êtes enfermé. C'est la mécanique de l'humour des blondes. Hein. Imaginez si je fais des blagues, il faudrait une blonde, je vais vous prendre, hein, faire une blague sur les blondes. Voilà, c'est fini, je vais déjà m'arrêter avant même de la commencer, parce que j'ai affaire à quelqu'un qui comprend très bien qu'un homme seul n'attaquera jamais une blonde. Il sait très bien ce qu'il risque. Si elle ne rit pas, il a son humour lourdingue sur les mains. S'il dit en plus « n'êtes pas drôle », c'est comme si je mettais une enclume sur les mains. Je vais donc utiliser d'autres hommes et j'espère qu'ils vont être complices. Et on va se mettre à rire tous ensemble. C'est un mécanisme d'agressivité masculine de meute. Si on est plusieurs
hommes à rire ensemble, elle va très vite être coupable 3 fois. Coupable d'être blonde, d'être supposée bête parce que blonde. Et si elle ne rit pas, on dit bah, elle comprend pas. Hein. C'est parce qu'elle est blonde et elle n'a pas d'humour. Et donc, vous avez parfois des femmes qui en arrivent à penser qu'elles sont obligées alors de faire preuve d'autodérision. Et cette autodérision est dangereuse parce que ça produit l'affaissement de soi. La femme qui s'oblige à rire avec la meute d'hommes qui assènent cette forme d'agressivité, qui est une agressivité très clairement de meute. C'est ça qu'on doit permettre dans notre société, pas des lois, mais permettre simplement que quelqu'un puisse dire là, je trouve pas ça drôle du tout ce que vous faites, dites là, ça ne me fait pas rire. Et ben, cette personne-là, sa posture doit être valorisée parce que on n'est pas de la chair à moquerie. Et c'est là que j'ai, par exemple, par rapport aux émissions de Ruquier, quand je vois des personnes venir montrer ce qu'elles ont fait, une œuvre, quoi que ce soit, et puis qu'on autorise le massacre en quelques minutes, parfois de l'œuvre d'une vie, hein, simplement parce qu'un type se met à glousser. Là, je me dis, mais dans quelle société est-ce qu'on vit? C'est cette société qui permet tout au nom de l'humour et au nom du rire, parce que tout passe avec ce même prisme. Hervé, dans vos rencontres avec les stand-uppers que vous avez faites ces derniers mois, est-ce qu'ils vous ont parlé d'une modification du rire, de la belle époque, il y a 30 ans, on pouvait tout se permettre Non, il y a 30 ans, sûrement pas, parce que c'est un art très jeune en France. Le stand-up, ça a peut-être 10 ans. Ça a commencé avec le Jamel Comedy Club et Gad Elmaleh. Donc, c'est des jeunes gens qui ont souvent même pas eux-mêmes 30 ans. Donc, en fait, là, j'étais sur le one-man show, ah oui, pas ouais. le stand-up. Parce que même Muriel Robin ou Coluche, ils connaissent pas tant que ça. C'est pas du tout, c'est pas des références pour eux. Ils font attention à. Non, ils font attention à. Enfin, la plupart font attention à pouvoir parler de tout. Et parfois, oui, ils frisent avec le politiquement incorrect, voire ils y sont les 2 pieds dedans. Mais c'est salutaire, c'est l'impensé. Ils ne s'auto-censurent pas. Non, en général, non. Mais il y a eu des cas en France où un humoriste allait trop loin et on le lui a reproché, et des groupes ou des lobbies s'en sont pris à ces vannes. Ça arrive, et il y a eu. Alors ça va jamais bien loin, judiciairement parlant, en France. C'est pas de, oui, qui Oui, avait... mais qui a retiré ensuite de lui-même sa blague, qui n'était pas très fine, mais c'est. Et là, pour le coup, c'était du one-man show parce que lui se défendait en disant qu'il était un personnage de beauf. Vous voyez, comme les Deschiens, parfois, Monsieur Morel pouvaient être racistes, homophobes, mais c'était évidemment leur personnage, et on riait de ça parce que c'était une attaque contre ces choses. Mais on riait avec eux des travers qu'on pourrait tous avoir, en fait. Oui, non, j'entends ça. Non, c'est juste qu'on entend beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de. On entend beaucoup que c'est. Il y a beaucoup de gens qui sont attaqués quand ils ont tenté des humours. Il y a un espace qui se réduit quand même. Tu penses à qui? Dieudonné, non. Comment? Pas Dieudonné. Dieudonné. C'est l'exemple qu'on cite toujours. Oui. De Dieudonné. Non, Dieudonné, cet humoriste qui faire est très talentueux d'ailleurs, mais qui est allé trop loin à un moment dans quelque chose qui a. Et hors scène qui a aussi. gêné. Il y a aussi ça, c'est que son personnage débordait de la scène. Exactement. Et lui, pour le coup, ça a été judiciaire. À un moment donné, on a essayé de mettre en place, on n'y est pas arrivé finalement, manque de temps, mais on voulait réunir justement des Gad Elmaleh ou même Blanche Gardin ou des humoristes comme ça aujourd'hui, et en leur disant, vous allez venir dire tout ce que vous n'avez pas pu faire en fait. Parce que quand vous répétez, il y a bien des choses que ça les intéressait beaucoup. Parce qu'il y a quand même un espace où, à un moment donné, ils expliquent qu'ils se disent non, je ne vais pas le faire. Mais il y a des exemples de, je ne sais plus. Ils ont le droit de se tromper. Ils peuvent être aussi immatures idéologiquement qu'un autre. Enfin, oui, mais c'est-à-dire que je pense qu'il y a aujourd'hui plus qu'il y a, disons, 30 ans. Tout d'un coup, tel humour peut être pris, comme on dit, au premier degré, en fait. On a un peu plus de mal,
je trouve aujourd'hui, à accepter qu'il y ait différents degrés pour parler des choses. Et c'est d'ailleurs vrai en politique aussi. Alors après, ça n'empêche pas que l'humour, d'ailleurs, ou pas l'humour, révèle une personne. Moi, je trouve qu'il y a une évolution. Enfin, on peut pas dire, non, en fait, tout le monde peut rire maintenant comme il y a 30 ans. On le dit souvent, on dit des blagues de Desproges ou Coluche. Il fait des trucs, c'est plus possible. On parlait tout à l'heure des accents, on peut pas. Les Belges, enfin, il disait, il reste plus que les Belges qui acceptent, mais enfin, il y a des accents, disons, du français qui sont malvenus aujourd'hui d'imiter. Mais je pense très clairement que si Michel Leb revenait maintenant, ça marcherait pas. C'est très clair, ça marcherait pas parce qu'on n'est plus dans une société binaire, ça c'est plutôt une belle évolution, que les identités sont plus nuancées, on n'est pas blanc ou noir, on est sur un curseur, on n'est pas homme ou femme, on est sur un curseur. Et donc les personnes, et je pense que quand j'entends des humoristes parler, je pense qu'ils n'ont même pas conscience du fait que ce sont des éponges d'un monde social. C'est-à-dire qu'ils ont une sensibilité qui fait qu'ils savent eux-mêmes ce qui va faire rire et ce qui ne va pas faire rire. J'aurais même tendance à croire, parce qu'il est tout sauf idiot, que Michel Leb, s'il revenait maintenant, ferait autre chose. Lui-même, spontanément, parce qu'on sent effectivement un public qui ne va pas rire à des blagues qui classent les gens de manière binaire, parce que ça ne répond plus tout simplement au modèle de société dans lequel on se trouve. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup d'autocensure, mais une autocensure qui est quasiment spontanée, inconsciente, qui est une forme d'analyse du monde dans lequel on se trouve. Et je pense que les artistes sont des personnes qui ont cette sensibilité-là, qui leur permet de le faire de nouveau sans devoir démonter la mécanique et sans devoir dire « mais c'est comme ça, oui, c'est vrai, ça, j'ai pas le droit de rire de ça ». Je pense que c'est juste une question d'être l'éponge en fait d'un modèle social. C'est ce qui fait les grands artistes. Oui, mais c'est aussi la fréquentation des grandes œuvres. C'est-à-dire que il faut les clowns de Shakespeare. C'est vraiment cet art au milieu de la tragédie, d'arrêter la tragédie pour faire entrer deux personnages qui vont rire de la situation elle-même que l'auteur a lui-même inventée. Mais c'est aussi tout d'un coup prendre la dimension du théâtre. Le théâtre, il est là et là. Au théâtre se frottent vraiment des grandes traditions différentes. Et un acteur, le génie de l'acteur, c'est de passer de l'un à l'autre et voilà, faire s'arrêter la tragédie au profit de la comédie, puis revenir à la tragédie. Mais voilà, il faut vraiment de grands artistes pour faire ça. Et je pense que c'est pour ça que je défends aussi beaucoup les grands textes, parce que à la fréquentation des grands textes, on se rend compte que cette liberté qu'on se dit aujourd'hui être rétrécie, etc., elle est immense. Et ces auteurs-là, à leur époque, on le sait, des problèmes de censure et de censure religieuse. Alors, évidemment, Molière nous habite en ce moment, donc lui plus que quiconque, il était perclus d'ennemis. Et il risquait d'être vraiment, il aurait pu être brûlé sur la place publique s'il n'avait pas eu la défense de certains politiques et d'une époque aussi qui était plus subtile que ce qu'on pense, qui ne s'arrêtait pas à la mécanique religieuse. Mais il faut fréquenter ces grands auteurs parce que tout y est. Et quand même, se dire toujours qu'on peut arrêter la tragédie et rire, et que le clown qui est soi-disant un personnage abattardi, déclassé, etc., contient lui-même la tragédie, mais la tragédie débouche sur autre chose, sur quelque chose qui rend la vie supportable, vivable, c'est-à-dire le rire, et au moins à la distance humoristique. Mais le clown, il est encore plus tragique que n'importe quel personnage de la mythologie. Le clown, a priori, il entre en scène, il a déjà tout raté. Il va vous faire rire sur le ratage. Il est déclassé en entrant. Mais c'est sublime. Enfin, Baudelaire en a parlé, Apollinaire en a parlé tant et tant. Et les peintres aussi, qui peignent les saltimbanques, les clowns ratés, les pauvres gens mis là, comme ça, de gars. Enfin, c'est admirable aussi, là. Et on ne peut pas dissocier le rire de la tragédie. C'est parce que nous sommes des êtres tragiques que nous pouvons rire. Sinon, ça n'a pas grand intérêt. Enfin, tout existe, tout va bien. Mais voilà, il faut fréquenter ces œuvres-là, oui.
On n'a pas beaucoup parlé de l'arme aussi que peut être le rire comme critique sociale et critique du pouvoir, et puis le levier politique qu'elle peut être. Peut-être Macha, à travers Molière, Trissotin, les femmes savantes, on en a parlé, avec Tartuffe aussi. Oui, bien sûr, oui. Il y a dans Tartuffe, pour prendre celui-là, puisque en ce moment, mais dans Don Juan de la même façon, il y a quelque chose. Voilà, Molière se met dans une situation d'être censuré, mais alors vraiment dans la seconde qui suit. Hein, le pouvoir politico-religieux était là. La Compagnie du Saint-Sacrement n'entendait pas qu'on puisse... D'ailleurs, ils attaquaient Molière, mais ils attaquaient la comédie. C'est-à-dire que la comédie peut tout à fait faire rire, ça encore, c'est une chose, mais elle n'est pas là pour prescrire le devoir de conscience. C'est-à-dire, il y avait des gens qui s'occupaient de la conscience, et une espèce qui est très, très vite devenue une police des mœurs. L'Église était là pour ça. Et donc, ce qu'il ne supporte pas chez Molière, c'est pas tant qu'il fasse rire, qu'il se moque, ça après tout, on fait ça dans les salons et dans toute conversation, il fallait faire rire. C'est qu'il prend la place de l'Église en disant ce qui est bien et ce qui est mal. Il dirige les consciences, il veut redresser les torts, il veut dire ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça, c'est pas possible. Mais il est infréquentable, et il faut lire les noms d'oiseaux qu'on a donnés à Molière, et il faut souligner aussi la puissance des acteurs et des actrices de l'époque qui étaient eux aussi, on jouait la comédie, on était immédiatement déclassés. Une comédienne, et c'est pour ça que Molière les fréquentait, il savait ce que c'était que le destin des femmes. Une comédienne était comme une prostituée, c'est-à-dire elle n'avait plus aucun des droits sociaux qui existaient. Ce déclassement de l'artiste est très important, et nous devons aussi nous dire qu'il faut nous mettre en danger aussi de ce déclassement. Alors quand on est contesté, c'est plutôt bon signe. Voilà, moi je rejoins mes grands camarades, et je me dis, si je dérange, et quelquefois les plus dérangés dans le public notamment, sont ceux qui vont devenir par l'évolution et par l'art, vont devenir les plus fanatiques de ce théâtre-là. Moi j'ai vu des évolutions incroyables, et je ne suis jamais choquée que dans le public quelqu'un soit gêné, soit en colère. Je me dis, le travail se fait, quelque chose se fait. On change un tout petit peu le monde. Et juste après, il y a l'intelligence qui arrive. Bon, un grand merci à vous tous. Et donc, je vous invite à ce qu'on se retrouve pour rire, pourquoi pas, mais surtout danser tout à l'heure après Tartuffe avec le DJ set de Milouz Shade.